chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafourican qu'on retrouve donc après 20 h. Bonsoir Agapit Napoléon Mafourican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors Agapit Napoléon Mafourican, l'affaire Anat défraie la chronique depuis hier. Les Béninois s'étonnent, d'autres s'offusquent que la gabégie soit toujours d'actualité malgré toutes les balises mises en place par le gouvernement actuel. Ce qui pose donc la problématique de l'intégrité de nos cadres puisque c'est ce caractère justement qui rend un fonctionnaire ou un mandataire inaccessible à toutes les tentations. Absolument, vous l'avez tellement dit que je me rappelle en 90, qu'est-ce qu'on n'a pas fait le procès du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Chacun venait dire, raconter un peu tout ce qu'il avait dans le cœur. Donc il faut dire clairement, les gens ont déblatéré totalement sur le système de tous les désordres, de toute la voyoucrasie, de tout ce qu'il y a de mauvais. Je me rappelle le président Soglo, premier ministre qui prenait fonction, nous allons faire rendre gorge. C'était sa belle formule. Mais de gorge rendue, il y en a eu point. Puisque même la commission de vérification des biens qui avait été mise en place n'a connu que n'a rien vérifié de particulier que de la paperasserie, s'est enlisé dans l'administrationnisme et finalement dans l'incurie, puisque de toutes les façons, les gens qui avaient été spoliés, qui attendaient un juste retour des choses, ont dû se rendre à l'évidence que les tares ne sont pas liés au système, que à la limite c'était à la fois génétique, peut-être et historique ou culturel. Je préfère peut-être utiliser cela parce que là, le président Soglo, après 5 ans, lorsqu'il quittait le pouvoir, on ne pouvait pas dire que grand-chose a changé en la matière, même si son pouvoir, on peut le dire, a été un pouvoir intègre. Ça, les 5 années, 91, 95, 91, 96, on peut dire qu'il y a eu très peu de scandales. Il y en a eu quelques-uns vers la fin, mais il y en a très peu. Et parce qu'il était, lui, préoccupé à reconstruire le pays. Donc, mais il n'a plus rien fait par rapport au passé. Aucun cadre du PRPB de l'époque dont on a dit n'importe quoi n'a rien rendu comme gorge. Et donc, on est, Mathieu Kekoua, arrivé 10 ans après, tout le monde a parlé de la corruption, une démocratie héritière de la corruption, une démocratie prisonnière de la corruption, comme dirait François Oudou et Wilfried Dadon dans une très bonne enquête. Donc, voilà, globalement, l'idée, là où le Bénin était en 2006, au moment où Yahi Boni venait, ça va changer, ça peut changer, ça doit changer. On se rappelle même de la marche verte. 10 ans après, quelle affaire on n'a pas connu de ICC. ICC était la plus grosse. De ICC à Sensad, de Daïvo à je ne sais pas de quoi. Donc il y en avait tellement à hélicoptères. Donc il y en avait vraiment comme à faire. C'est vous dire quoi? Que avec l'arrivée de Patrice Talon et surtout l'opérationnalisation donc de la criette, il était évident que quelque chose a bougé. Mais les pratiques, les tares sont là, elles disparaissent pas du jour au lendemain. Et cette pratique, ce qui s'est passé là, vous voyez, il y a plein de personnes, même nos sociétés qui sont dedans, qui ont pu profiter. Parce qu'on a lu, il y a un communiqué de la présidence de la République quand même qui invite les 26-46 personnes ou véhicules qui auraient immatriculé les véhicules sans dédouanement de se mettre à jour d'ici là. Sinon, ils subiront la rigueur de la loi. Ça montre quoi? Que c'est des pratiques dans lesquelles tout le monde se confine et se retrouve à l'aise. Parce que ici, dans le Bénin, rien ne se passe. Aujourd'hui, on peut saluer vraiment ce travail, saluer la communication contenue qui est faite autour de ça. Le gouvernement, le conseil des ministres a rendu les faits publics et donc les mis en cause. Certains qui ont peut-être, parce qu'ils ont pu peut-être être joués par des transitaires, en tout cas, qu'ils aient participé ou pas, on leur dit, allez vous mettre à jour, sinon vous allez subir la rigueur de la loi. Et alors les autres mises en cause, sans qu'on passe du temps à les assommer. Je pense que c'est la justice qui doit connaître de la situation. Il faut déjà saluer déjà la célérité dans ce dossier, surtout l'ouverture, disons,
comment il faut le dire, la Oui, transparence, la la transparence, la transparence dans... transparence, parce que bon, ça, le travail a été fait tranquillement et rendu public aussi avec toutes les garanties et de sévérité possible. Depuis hier, d'aucuns s'interrogent si les Béninois ont toujours peur de la criette. Agapit Napoléon Maforican. Oui, ils ont raison de poser cette question. Mais comme je vous ai dit, vous voyez, les pratiques ont la vie dure. Et les réformes d'aujourd'hui ne peuvent pas nécessairement impacter encore pour aujourd'hui. Vous savez, malgré tout ce qu'on fait sur le plan international, la drogue circule toujours. Et vous regardez le voilà, on a un dossier, dans lequel le patron même de la drogue est cité. On ne sait pas à quelle hauteur. Il bénéficie de la présomption d'innocence, mais quand même, il est cité. Et ça pose quand même un problème. Et malgré tout, mais la lutte contre la drogue, la lutte contre la criminalité transfrontalière, c'est une bataille qui a plus de 20 ans. Alors, malgré tout, pourquoi ça a perdu? Parce que les pratiques ont la vie dure. Donc, c'est la constance de la rigueur, la fermeté et la volonté politique qui sont des leviers pour pouvoir arrêter, tout au moins diminuer le fléau. J'espère qu'on pourra arriver à se sobriquer comme on identifie les Burkinabés, le pays des hommes intègres. Je ne sais pas si on pourra en arriver là. Ils sont un pays d'hommes intègres. Bon, je ne sais pas si les hommes sont réellement intègres. Voilà, donc on va les laisser tranquillement à leurs problèmes ou à leur intégrité et travailler sur la nôtre. Et travailler sur la nôtre parce que je pense sérieusement qu'on peut. Vous savez, les enfants voient leurs parents et se disent qu'ils peuvent faire pire que les parents. Alors, il appartient, c'est l'éducation par l'action, l'éducation par l'exemple, l'éducation au patriotisme. Je vous l'ai dit, malgré tout ce qu'on a dit, à la fin du système PRPB, les gens parlaient, mais très peu ont pu mettre la main pour dire tel a détourné, tel a détourné. Il y a eu la gabégie sans doute, il y a eu la mauvaise gestion des cadres, mais le système lui-même, il y en a, on peut compter les hommes qui n'ont pas réellement, il n'y a pas eu de détournement clairement contenu. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même un système en place. Même si les gens ils géraient mal. La base, il y avait un système qui fonctionnait très mal. Et c'est pour ça que, c'est ça qui explique la dent dure de Mathieu Kérékou contre certains intellectuels. Je vous l'ai raconté, on a créé les sociétés d'État. Une nuit, on en a nationalisé, je ne sais pas combien, on en a créé d'autres. Et 10 ans après, on en a liquidé autant. Et la plupart, c'est ceux qui l'ont créé, les ont créés, qui les ont liquidés. Et on n'a pas fait leur procès. Et ça, c'est là où on en est, en réalité. Mais de manière réelle, il y avait des gens qui croyaient au système, qui étaient vraiment intègres. Et là, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le premier quinquennat du président Soglo, il y avait des gens qui croyaient à l'intégrité et qui l'étaient, à commencer par le président lui-même. Il faut quand même le rendre cet hommage. Donc, à commencer par lui-même et le gouvernement, la plupart, je ne dis pas tous, ont quand même pu honorer cette intégrité. Alors, je pense qu'à partir de retour du président Kérékou, que certains ont voulu rattraper le temps perdu. Et on est tombé totalement dans la gadoue. Ça a duré 20 ans. Ça a duré 20 ans. Donc vous comprenez que c'est pas facile quand ces habitudes ont pris 20 ans, que ça disparaisse du jour au lendemain. Donc il faut encore 20 ans peut-être pour que cette génération, pour que cette génération disparaisse totalement et que la nouvelle génération commence par prendre vraiment le bon pli. Alors pour ce faire, il faut qu'il y ait la constance dans la sanction, dans la coercition, la constance, la célérité, l'exemplarité, l'exemple. Et tout ça sur fond donc de patriotisme et donc du rappel des règles régulièrement, de l'éducation à la base, de l'éducation à l'école, de l'éducation à l'université et de l'éducation dans l'entreprise. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, on va parler à présent du dialogue social, toujours par rapport au Conseil des ministres de ce mercredi. Eh bien, le gouvernement a décidé de modifier le décret qui encadre la représentativité des organisations syndicales des travailleurs et les critères de leur représentativité. Maintenant, on ne peut plus dire que le gouvernement est contre le dialogue social. Non, personne ne devait le dire. Le gouvernement a créé le Conseil national. Qu'ils vous souviennent avec l'encadrement des droits de grève et tout,
on a assisté à beaucoup de critiques. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, ça vous avez raison. Voilà, le gouvernement a tué le droit de grève, a tué, voilà, les syndicalistes sont réduits à la portion zéro, comme si le droit de grève était, comme je l'ai dit toujours dans ce pays, le premier droit que les gens reconnaissent, c'est la grève, ça n'a pas discuté. Donc, effectivement, le gouvernement tient au dialogue social, on le voit dans ce travail. Déjà, n'oublions pas que les élections qui n'avaient pas été organisées longtemps, les élections professionnelles ont été organisées et nous avons 3 centrales représentatives. C'est important donc de le rappeler et le conseil. 3 centrales représentatives, notamment la COSI Bénin, la CSA et la CSTB. La CSTB, la COSI, au niveau donc du secteur public, il me semble 31%, 23%, et au niveau du secteur public, la CSA Bénin. Secteur privé. Le secteur privé. Donc public, COSI et CSTB, et secteur privé, c'est ça. Voilà. Donc voilà, 3 centrales représentatives qui participent aux normes, qui doivent participer au dialogue et social et aux négociations collectives, en tout cas à tout ce qui concerne les droits des travailleurs. Et donc le travail qui est fait permet aujourd'hui de remettre la loi à jour, le cadre légal et réglementaire à jour pour permettre quand même qu'il y ait plus de personnes qui suivent. Donc, gérer la représentativité donc, des centrales pour qu'elles participent à ce dialogue social, pour qu'elles participent aux échanges d'expériences entre les acteurs du dialogue social. Parce que, vous savez, les gens créent des syndicats, ils créent même des centrales sans nécessairement être aguerris un peu de cette richesse que constituent les négociations, le dialogue. C'est une richesse en matière de communication, en matière de vivre ensemble. Et donc, beaucoup pensent que c'est en criant en face donc, de l'interlocuteur, notamment du pouvoir ou de l'employeur, qu'on devient bon syndicaliste. Et depuis, on a vu quand même des syndicalistes. On en a vu avant. Et donc, même Guillaume Atigbe qui dirige aujourd'hui le Conseil national du dialogue social est quand même un exemple en la matière. J'aurais pu citer d'autres. Ibrahima Zakari, même si on connaît les Todjinou avec leur verve, mais ils savent quand même raison garder à des moments donnés. Donc, on a connu certains syndicalistes, certains syndicalistes célèbres qui savent jusqu'où négocier, comment négocier. Et on a quand même dans la nouvelle génération, on en a, M. Amoussouanet, il y en a d'autres, Mouassirou et autres. Alors donc, c'est pour vous dire que, mais il y en a d'autres qui ne savent que crier, menacer sur les réseaux sociaux, menacer dans les médias, alerter. Et là, quand vous êtes dans cette dynamique, vous ne pouvez pas nécessairement, oui, c'est vrai, vous faites vous haranguez vos foules, vous les mobilisez parce que la masse adore justement la fronde, mais est-ce que ça produit toutes les réalités? Vous avez vu en regardant même les résultats des élections professionnelles, on voit déjà que regarder la CSA Bénin au niveau du secteur public, ce n'est pas du secteur privé, ce n'est pas du tout une affaire. Quand on voit la répartition privé-public, chacun se retrouve carrément dans son mode de syndicalisme. Dans son mode de syndicalisme. Et c'est bon que d'autres viennent s'y cogner un peu, se faire aussi la bain et peut-être s'aguerrir en vue d'autres négociations, peut-être au niveau plus sectoriel que national. Et Agapit Napoléon Maforékan, est-ce que cette mesure va vraiment canaliser peut-être, je ne veux pas utiliser l'expression, mais je ne sais pas mieux, les radicaux dans le monde syndical? Non, les radicaux savent aujourd'hui jusqu'où aller. De toutes les façons, la loi qui a canalisé justement, qui a encadré les droits de grève, a ramené les radicaux à leur juste valeur, à leur juste niveau. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Après, il faut effectivement que l'État joue sa partition. Et il est en train de le faire. Si le dialogue est régulièrement organisé, si l'État n'attend pas la pression des partenaires sociaux pour prendre certaines mesures qu'il doit prendre, si par exemple à la veille de la rentrée, tout ce qui doit être fait est fait, pourquoi les gens vont menacer? Pourquoi ils iraient en grève, même 1 heure de grève? Ils ne s'entendraient pas à la nécessité. Mais pour accorder justement cette doléance-là, il faudrait préalable peut-être des études parce qu'ils demandent des choses. Oui, et c'est là que ça que c'est le dialogue. Si le dialogue, si le cadre
de concertation est régulièrement réunit mise en œuvre. régulièrement. Si les acteurs se voient régulièrement, c'est sûr que le fossé est souvent rempli, est souvent limité, l'écart est réduit et les gens ils s'accordent beaucoup plus, puis chacun a son agenda. Ce qui est intéressant, c'est que depuis un temps, le gouvernement, tout en encadrant les droits de grève, n'a pas manqué de jouer sa partition et essaye quand même de faire ce qu'il doit faire à la veille des rentrées, à la veille, à l'endroit quand même des différents syndicalistes. Le Conseil national du dialogue social a toujours ouvert cette session, a continué à travailler. Parfois, ils ne s'entendent pas, parfois ils s'entendent, mais on peut dire quand même que le front syndical est assez animé et le gouvernement et ses partenaires sociaux, je pense qu'ils essayent de jouer chacun sa partie. Donc les radicaux ont peut-être leur place également, mais ils savent ce que dit la loi et ils savent jusqu'où il ne faut pas aller s'ils ont envie donc de continuer à être représentatifs. Et donc c'est la énième action peut-être de la bonne foi du gouvernement, si on doit conclure, Agapit Napoléon. Non, il ne faut pas jouer en termes de bonne foi, c'est peut-être la énième action donc, de la partition du gouvernement. De la partition du gouvernement. Hein, le gouvernement joue sa partition, les partenaires sociaux doivent jouer les leurs. Et que c'est comme ça qu'on construit une société, c'est comme ça qu'on construit le dialogue et la bonne entente. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafourican, pour la chronique de ce jeudi.